Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le tout nouveau directeur de l'Office du baccalauréat. Il se prononce sur les mesures prises pour une bonne organisation du bac 2018. Le professeur Socé Diop à suivre en début de journal. Le taux de prévalence de la délinquance au Sénégal estimé à 30%. Des chiffres de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Le vol de bétail, la forme de délinquance la plus répandue dans ce pays. À Ziguinchor, des opérateurs de transfert d'argent en partenariat avec Orange en sit-in. Ils dénoncent la réduction unilatérale des commissions de transfert d'argent via Orange Money. Les explications de la Sonatel également à suivre dans ce journal. Les rideaux sont tombés sur la 12e édition des Journées européennes de développement de Bruxelles. Le PDG du groupe Futur Média, Parrain, a partagé son expérience personnelle en entrepreneuriat. Et puis à suivre la page des sports, les anciens internationaux Habib Beye et Diomonsi Kamara confiants pour une bonne participation du Sénégal à la Coupe du Monde en Russie. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. C'est la première interview télévisée qu'il accorde à la TFM depuis sa nomination à la direction de l'Office national du baccalauréat. Le professeur Socé Diop parle du bac 2018, des mesures de sécurité en dispositif particulier en droite ligne de la volonté du chef de l'État formulée en Conseil des ministres. Pour le bac 2018, ils seront environ 157 600 candidats. Il est avec nos reporters Aminata Mbaresso et Gervais Yao. Dans son bureau, le dispositif sécuritaire est visible. Cette caméra renseigne sur tout ce qui se fait dans le bâtiment abritant l'office du baccalauréat. Il y a le dispositif visible, c'est un dispositif de vidéosurveillance où les espaces de l'office sont sous vidéosurveillance et il y a un enregistrement en continu de toutes les images de tout ce qui se passe dans l'office en continu. Le nouveau directeur de l'office du bac tire des leçons du passé, de la conception à la distribution. Les épreuves du baccalauréat 2018 seront verrouillées. On est en train de sécuriser à l'interne, c'est-à-dire que par rapport aux productions que nous faisons, tout le monde sait que les sujets sont faits à l'office du bac, donc il faudrait bien qu'on se protège pour que les personnes extérieures n'aient pas accès à cela. Un examen après 3 mois et demi sans cours, professeur Socé Diop juge le réaménagement normal. Quand on dit tout simplement que la grève a commencé telle date, c'est terminé telle date, donc il fallait augmenter d'autant la durée, c'est trop mécanique. Je pense qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte et ces paramètres-là, justement, les autorités des académies en ont tenu compte. Bien entendu, bon, on ne va pas dire que tout est parfait, mais je sais que pour une grande mesure, pour une grande proportion, ils en ont tenu compte. Sur les registres de l'office, environ 157 600 candidats sont déjà inscrits, des candidats qui seront soumis cette année à l'application stricte du règlement interdisant le port et l'usage du portable et autres accessibles dans l'enceinte même du lieu d'examen. Aminata Mbaresso, merci. En politique, des informations fait état ou fait part ce matin du retrait de la loi sur le parrainage. Pour en parler, nous sommes en direct avec le ministre de l'Intérieur, M. Alingou Ndiaye. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette information ou rumeur Cesselon? Bon, d'abord, je voudrais rectifier. Il n'a jamais été question du retrait de la loi sur le parrainage. La loi sur le parrainage qui a été votée le 19 avril 2018 a été promulguée le 11 mai 2018 et publiée dans le journal officiel le 12 mai 2018. De quoi il s'agit? Vous vous rappelez, lorsqu'on avait envoyé la loi sur le parrainage, on avait également envoyé le projet de loi qui modifie le code électoral, qui n'est rien d'autre que la loi qui fait appliquer le parrainage une fois voté.
à quelques jours avant le vote de cette loi, lorsque M. le Président de la République a reçu les membres de la société civile au palais, le Président avait appelé à l'ouverture de nouvelles discussions entre les différents partis politiques, la société civile et la Sénat pour revoir ensemble d'autres conditions de convergence en ce qui concerne l'application de cette loi. Ce qui avait fait il y a une dizaine de jours, nous avons installé la commission ad hoc qui comprend pratiquement tous les partis politiques qui étaient partie prenante dans les négociations, auxquelles on a ajouté également des parlementaires. On avait demandé à l'Assemblée d'envoyer par groupe parlementaire 2 députés. La majorité a envoyé 2 députés, les non-inscrits ont envoyé 2 députés, le groupe parlementaire de l'opposition n'a pas voulu envoyer 2 députés. Et cette commission ad hoc s'est réunie à regarder le projet de loi qui était déposé à l'Assemblée nationale, modifiant le code électoral, et a apporté des amendements. Ces amendements ont été portés à l'attention du gouvernement qui les étudie et après adoption de ce projet va redéposer cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est ce qui justifie qu'on ait retiré le projet de loi portant modification du code électoral. Voilà, merci Monsieur le ministre de l'Intérieur pour ces précisions. La suite de cette édition avec l'intercadre de l'éducation qui juge insuffisant le décalage de 2 semaines sur le réaménagement du calendrier scolaire. Face à la presse, ces syndicalistes soutiennent que l'État aurait mieux fait de prolonger l'année scolaire pour permettre aux élèves de finir au moins le programme. Il faisait face donc à la presse compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Gervais Yao. La question du réaménagement du calendrier scolaire préoccupe les enseignants. Cette fois-ci, c'est l'intercadre de l'éducation qui est monté au créneau pour faire savoir que le décalage des 2 semaines proposées par le ministère de l'Éducation nationale est très insuffisant. Le récent réaménagement du calendrier scolaire a été fait sans concertation avec les véritables acteurs du système que nous sommes. La plupart des examens n'ont été décalés que de 2 semaines, tout au plus, ce qui nous paraît très insuffisant par rapport aux pertes horaires. L'intercadre aurait bien aimé que l'année scolaire soit prolongée pour rattraper le temps perdu au risque d'avoir une hécatombe aux examens. On s'attendait à ce que le réaménagement permette au moins de rattraper une bonne partie de ces heures. En quoi faisant? On pouvait envisager des heures supplémentaires qui permettrait aux enseignants, soit en dehors des heures normales de cours, soit un prolongement même de l'année scolaire. Cet intercadre composé de plusieurs syndicats d'enseignants s'offusque du comportement du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui selon eux tente de vassaliser le mouvement syndical. Le ministre de l'Éducation nationale, dans son ambition de gérer seul le système éducatif, tente de vassaliser le mouvement syndical enseignant. Les rares concertations entreprises sont effectuées avec un groupuscule de leaders syndicaux. Ces syndicats d'enseignants exigent d'être associés à toutes les activités qui concernent l'éducation et les enseignants. Ils n'accepteront plus d'être mis à l'écart. Le taux de prévalence de la délinquance en baisse au Sénégal. Il est estimé aujourd'hui à 30%. Le vol de bétail, la forme de délinquance la plus notée au Sénégal. C'était ce matin lors d'un atelier de restitution et validation de l'étude nationale et de la cartographie qui s'est tenue ce matin au ministère de l'Intérieur. Compte rendu signé Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. Louga et Saint-Louis s'illustrent dans cette étude. Le vol de bétail, la forme de délinquance la plus notée. Quand on prend l'ensemble des ménages qui ont été interviewés, il n'y a que 30%, n'est-ce pas, de personnes qui sont déclarées étaient victimes de délinquance. Voyez-vous donc, quand on compare ce taux avec d'autres pays, véritablement on peut considérer qu'au niveau national, le taux est faible. Au Sénégal, on est quand même dans les normes, un niveau normal de sécurité. D'autant plus qu'on a souvent parlé du sentiment d'insécurité qui est développé par la rumeur, les informations, qui n'est pas déterminant pour évaluer les politiques publiques de sécurité.
un phénomène social qui évolue rapidement. Cette étude va constituer une base de données qui va faciliter la prise de décision. Un observatoire national de prévention de la délinquance va être mis en place, dans lequel toutes les données seront stockées pour permettre vraiment aux acteurs et aux bailleurs d'avoir une visibilité sur le niveau de la délinquance au Sénégal. Aussi est-il nécessaire de procéder régulièrement à l'actualisation des données collectées de manière à suivre l'évolution des indicateurs liés à la prévalence et à l'incidence des différents phénomènes de la délinquance. Plus de 3000 ménages interrogés. Les données de cette étude constituent une estimation. Côté infraction, le taux de prévalence pour les ménages est de 34,7% et pour les personnes, 33,7%. L'estimation du nombre de ménages ciblés est de 1 526 567 et l'estimation sur la population ciblée entre 15 et 65 ans est de 10 513 865. Al-Hassan Ba, la visite du chef d'état-major des armées à Ziguinchor. Dans cette zone opérationnelle, l'armée sur place rassure et parle d'avancées en ce qui concerne la sécurité. Toutefois, des incidents ont été notés. Là-dessus, nous écoutons les explications du colonel Diouf, commandant de la zone militaire numéro 5, interrogé par la DIRPA. La particularité de la zone, c'est une zone opérationnelle, donc naturellement l'effort a été mis dans la visite des positions. Donc c'est une visite positive. L'opportunité donc lui a été donnée de prendre la bonne mesure des modalités d'exécution de la mission, la bonne mesure des modalités d'existence, des conditions d'existence des hommes sur le terrain. Et de ce point de vue, il a constaté que globalement, la zone se porte très bien. La sécurité a été au cœur de la visite du chef d'état-major général des armées. Il a pu constater les grandes avancées qui ont été menées au niveau de la zone, mais également constater certains points faibles qu'il convient d'améliorer. Et sur ce point de vue, nous avons bien pris note pour corriger les quelques remarques qui ont été faites lors de sa visite. Quant au moral, il est au beau fixe, il a eu à le constater, mais nous nous réjouissons également de toutes les perspectives qui contribueront à renforcer le moral des hommes en zone militaire numéro 5. Nous parlons à présent de la pénurie d'eau à Dakar depuis plusieurs jours. Un véritable calvaire pour les populations selon la SDE. La situation est due aux travaux de Keur Momar entamés le 12 mai dernier pour retour à la normale. La SDE ne donne pas de délai. Les détails dans cet élément signé Souadou Ndiaye. Depuis plusieurs jours, certains quartiers vivent un véritable calvaire. Une pénurie d'eau insupportable. Depuis les travaux de Keur Momar Sarr, effectivement, les populations vivent en fait une situation assez particulière. Certaines populations, parce qu'en fait, quand on regarde d'une manière générale, c'est pas toutes les populations qui sont impactées. Avec un arrêt de presque 72 heures à Keur Momar Sarr, le système a été totalement déstabilisé. Une pénurie due à des problèmes techniques. Alors, Niary Tali Ben Tali, je vais vous expliquer. Vous savez qu'habituellement, un réseau d'eau, il est alimenté en termes de distribution avec un château d'eau. C'est un ouvrage qui est plus élevé que l'ensemble des habitations. Alors, quand vous regardez autour de Niary Tali, vous ne voyez aucun château d'eau. En fait, le réservoir qui alimente, le château d'eau qui alimente Ben Tali et Niary Tali est situé à Liberté 3. Voilà la principale difficulté que nous avons aujourd'hui dans l'alimentation en eau de Dakar et qui impacte des quartiers comme Niary Tali, comme les Parcelles Assainies et comme d'autres zones comme Guenteba, comme Golfe Sud. Cependant, la SONES et la SDE ne donnent pas une date exacte du retour à la normale. Si on termine les travaux, ça va ramener un peu de stabilité, mais la véritable solution réside dans la finalisation des projets structurels que la SONES est en train de conduire, à savoir les plus proches, c'est le projet de mobilisation des eaux autour de Bayar et celui autour de Tasset dans la région de Thiès. La SONES et la SDE ont initié l'envoi des camions citernes dans les quartiers les plus touchés par la pénurie. Pour cela, et puis Touba sera bientôt doté de son premier réseau d'assainissement des eaux usées. Ce projet de 15 milliards de francs CFA sera lancé incessamment selon le directeur général de l'ONAS, Lassana Niani Sakho, en visite à Touba dans le cadre des visites pré-hivernales d'inspection des ouvrages. Je propose d'écouter, il est interrogé par Mohamed Diop et Tal Samba.
Et je vais en profiter quand même pour parler d'un autre projet qui est très important. C'est le premier projet d'assainissement d'eau usée dans la ville de Touba, qui va encore être mis en place par son Excellence le président Macky Sall, sur financement de l'État du Sénégal d'un montant de près de 15 milliards de francs CFA. Et les travaux devraient démarrer dans le courant du mois d'août ou plus tard. Mais la durée du travaux, on devrait finir avant le début de l'hivernage. Au moins les grosses conduites qui permettront de passer. Après, on aura 2-3 mois. Mais ce qui est certain, c'est qu'avant le début de l'hivernage, les travaux vont être finalisés définitivement. Il y a d'autres investissements naturellement très importants qui sont en vue. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le premier projet d'assainissement d'eau usée dans la ville de Touba, comme c'est le premier projet d'assainissement dans les villes de Tambacounda, dans les villes de Matam, dans les villes de Sédhiou, dans les villes de Kaffrine. Ça montre une volonté politique de son Excellence le président Macky Sall pour que l'assainissement soit une priorité et que les Sénégalais puissent vivre dans des conditions de vie décentes. Le Front social à présent, avec la grève des agents de santé, les blouses blanches sont à leur 6e plan d'action. Ils menacent de boycotter le programme élargi de vaccination prochaine à Pékin et refusent que si l'État ne réagit pas face à leurs revendications. Khady Gueye, leur porte-parole, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Jusqu'à présent, nous sommes en grève et nous tendons vers un 7e plan d'action. Nous tendons à radicaliser en tout sens le boycott du programme élargi de vaccination et de la CMU. Parce que l'État nous met en mal avec la population. Nous sommes à 1 an, 5 mois sans remboursement de la CMU. Deuxième point, ça est sur le paiement intégral de nos collègues JICAIS et du plan Cobra. L'indemnité de risque qui doit être évoluée de 50 à 100 000, indexée sur les salaires, pour qu'on puisse l'amener une fois à la retraite. Parce que c'est une fois à la retraite que nous ne sommes pas pris en charge. C'est la politique de l'État, il a l'habitude de le faire, mais nous, ça ne nous inquiète pas. Notre problème, ce n'est pas la population, mais c'est l'État. C'est des accords qui sont signés par l'État, qui est réalisable et qui avait dit qu'ils peuvent le faire. Nous n'attendons que vraiment des actes et non des promesses. La marche pacifique du personnel de santé de Khombole. Il dénonce les grèves répétitives de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et ses conséquences. Ils ont marché jusqu'à la sous-préfecture de Thiénaba pour étaler leurs doléances. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Terra. Les personnels de santé des 17 postes de santé du district sanitaire de Khombole ont rallié la cité religieuse de Thiénaba à bord d'ambulance avant de terminer à pied leur marche pacifique jusqu'à la sous-préfecture. Ils dénoncent les conséquences néfastes des grèves répétitives de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé. Alliance des syndicats autonomes de la santé qui ont paralysé tous les systèmes sanitaires du pays. Facture de la gratuité chez les enfants de 0 à 5 ans estimée à plus de 75 millions. Le non-versement des subventions des mutuelles de santé depuis 3 ans par l'agence de la CMU. Les arriérés des salaires des contractuels de la JICA et du plan Cobra depuis 7 mois. Il s'y ajoute le manque d'infirmiers des postes de santé de Bangaj qui a été affecté et non remplacé jusqu'à présent. Le recrutement par l'État de sages-femmes dans certaines maternités comme celle de Bangaj, Bor, Nukuman, Ginaouray, Moulouten, Keriab Diop, Sawekhaï, Ndien Sirak, Keribra Gueye, Ndiakhou et Kaba. Entre autres doléances, le recrutement des agents de santé communautaires et la dotation d'ambulances à une dizaine de postes de santé. Le manque d'ambulances médicalisées dans certains postes comme Ndiakhou, Moulouten, Keriab Diop, Ndien Sirak, Diayan, Ginaouray. Le manque de médicaments au niveau du district sanitaire de Khombole. Les marcheurs ont remis un mémorandum au sous-préfet de Thiénaba, Cheikh Amadou Bamba Fall, qui a promis de transmettre le document à la hiérarchie. Je vous l'annonçais également dans les titres de cette édition. Brassard rouge et sit-in devant les locaux de la Sonatel de Ziguinchor. Plusieurs opérateurs de transfert d'argent en travaillant en partenariat avec Orange ont dénoncé la réduction unilatérale des commissions de transfert d'argent via Orange Money. Ils exigent sa révision. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi. Ce sitting est d'ordre national pour prévaloir ce qui est de droit d'intérêt commun, à savoir la réduction drastique des commissions sur les dépôts et retraits des clients, mettant ainsi en péril le travail de plusieurs milliers de jeunes entrepreneurs sénégalais.
on dit non, non face à cette injustice qui pille nos ressources pour la tranche la plus utilisée, entre 5 000 et 1 000 francs CFA. La commission est de 2 francs pour les grossistes et 7 francs CFA pour les détaillants. C'est anormal. Et ce qui est sincèrement désolant. Nous gardons notre position, nous boycottons pour le moment Orange Money jusqu'à nouvel ordre. La Sonatel se démarque de toute démarche solitaire dans l'élaboration et la mise en œuvre depuis le 14 mai du nouveau plan de commissionnement. Selon le chef du service de département marketing, aucune réduction des commissions contre les intérêts de ces prestataires n'a été opérée. Samba Senghor, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Mambiram Diouf. Le nouveau plan de commissionnement, il y a eu des ajustements. Donc, mais aujourd'hui, le distributeur continue à être l'acteur le mieux rémunéré. Donc, il continue à garder 75% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire sur chaque 100 francs que le client paye, les 55 francs sont aujourd'hui rétrocédés au distributeur. Donc, il y a eu des ajustements, mais le distributeur continue à être l'acteur le mieux rémunéré. On peut prendre l'exemple, effectivement, je pense que du palier de 1000 francs, d'ailleurs, il y a une fausse information qui est souvent véhiculée par certains sur ce palier-là. Ils disent recevoir 7 francs, mais avec le nouveau plan de commissionnement, donc ils reçoivent 9 francs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, pour un dépôt, c'est une opération gratuite pour les clients qui ne paient rien. Donc Orange Money n'a pas de chiffre d'affaires sur ça, mais au contraire, il commissionne le distributeur. Nous continuons à donner la majeure partie de notre chiffre d'affaires au distributeur, mais il faut que cette répartition soit rééquilibrée pour que nous continuions à investir sur les services existants pour effectivement améliorer cette qualité de service dont vous parlez, mais également investir pour lancer de nouveaux services qui permettront aux distributeurs de gagner plus de flux. Nous allons à Rufisque à présent. Usagers de la route et riverains éprouvent d'énormes difficultés liées à la mobilité urbaine. Ils indexent les travaux du train express régional ainsi que le laxisme des autorités locales. Ce qu'ils souhaitent, c'est une solution durable face à ce long calvaire. Aussi, Nukam Ahmadou Bambasambo pour les détails. C'est devenu même une lapalissade de dire qu'il est difficile de circuler à Rufisque. Avec les travaux du passage du train express régional, certaines routes ont été complètement fermées. Sur les rares routes ouvertes au public, ces embouteillages monstres constituent le quotidien des usagers et des riverains qui ne savent plus à quel sein se vouer. Actuellement, nous sommes très fatigués. Parce que tu vois, actuellement, toutes les voitures passent par ici. C'est à quoi? À l'embouteillage, au passage à niveau là, on a fermé la route. Les voitures passaient par là-bas, mais actuellement, toutes les voitures passent par ici. C'est ce que nous fatigue. C'est très difficile, très difficile ça, très difficile. Nos enfants ne peuvent pas sortir, jouer, même pour aller à la boutique, tu as des problèmes. Au niveau de la route nationale numéro 1 et ses routes secondaires, le décor reste le même avec ses bouchons et ses commerçants qui dictent leurs lois avec la complicité des autorités locales. Il faut qu'on prenne un peu notre mal en patience parce que vous savez qu'il n'y a que la route de Rufisque. La route nationale, elle est très pratiquée malgré le contournement de l'autoroute. Mais le problème reste entier. Aux abords du marché, c'est un peu bloqué parce qu'il y a la cantinisation. Et c'est un problème global qu'il faudrait que la commune aussi essaie de jouer un peu son rôle. On ne peut pas faire du centre-ville un marché. Toutes les rues sont bloquées, le problème est là. Il faudrait quand même aussi, il y a le non-respect aussi du code de la route, on passe n'importe où, n'importe comment, mais il y a aussi le problème des travaux, il faut qu'on essaie un peu de prendre notre mal en patience. Pour ces Rufisquois, il est temps que les autorités étatiques et locales trouvent une solution définitive à cet encombrement qui n'a que trop duré. Justement, l'indiscipline notoire sur les routes cause de pas mal d'accidents. On en parle puisque c'est devenu un problème majeur. C'est ainsi que des acteurs se sont mis à la sensibilisation. C'est le cas de cette page sur les réseaux sociaux intitulée « Luttons contre l'indiscipline au Sénégal » qui œuvre dans ce sens. Un reportage signé Mambiram Diouf et Mbaye Diouf.
Des images choquantes appelées cercueils ambulants, ces véhicules offrent un décor désolant du parc automobile, panne sur les ponts, d'autres véhicules qui roulent en sens inverse. Ici, sur l'autoroute, des cas du genre acte d'indiscipline et non-respect du code de la route. Acteur dans la sensibilisation à travers cette page sur Facebook, Malik Gaïdé multiplie les posts. La pétition, en fait, c'est pour que ça atteigne les responsables, c'est-à-dire les chefs des brigades, les commandants, les lieutenants, les ministres, le président de la République. On veut atteindre au moins 1 million de signatures, au moins. Là, à peu près, je n'ai pas encore vu, mais je dirais 5 à 7 000. Trouvé sur ce parking, ce chauffeur de camion regrette ce comportement déviant en dehors des normes établies. Il faut de la discipline, c'est la base de tout. Mais je dois quand même signaler que ce ne sont pas tous les chauffeurs qui agissent ainsi. Il y en a qui sont très responsables. Les mesures prises ou annoncées pour faire respecter l'ordre et le comportement citoyen à adopter, rappelé. Les sanctions également, parce que c'est la sensibilisation, déjà on sensibilise les élèves et c'est ce qu'on fait, ça ne sert juste pas sur la page. On va juste dans des écoles pour parler aux plus petits. Dire également que les propriétaires de véhicules qui ne sont pas en règle doivent agir. L'exemplarité des chauffeurs pour une circulation au top à vivre quotidiennement. À présent, ce communiqué du ministère du Commerce. Après la hausse illégale constatée sur le prix du ciment, le ministre du Commerce sort un arrêté datant du 6 juin 2018 fixant les prix suivants et selon les cimenteries. Pour la Sococim, le ciment 32,50 la tonne est vendu à 54 870 et le ciment 42,50 à 58 410. Pour Dangote, le ciment 32,50 la tonne est vendu à 50 938 et celui de 42,50 à 55 533. Pour les ciments du Sahel, le ciment 32,50 est vendu à 56 100 francs et celui de 42,50 à 59 640. Est considéré comme prix illicite tout prix supérieur au prix plafond fixé conformément à l'article 45 de la loi. Toute infraction sont passibles de sanctions prévues par la loi numéro 4963 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Le directeur du commerce intérieur, donc, qui est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. Les rideaux sont tombés sur la 12e édition des Journées européennes de développement. C'était à Bruxelles ce jeudi. La Commission européenne a abrité une conférence de presse sur l'emploi et la croissance en Afrique de l'Ouest. L'invité spécial de cette rencontre du secteur privé ouest-africain, le PDG du groupe Futur Média, Youssou N'Dour, a partagé son expérience personnelle en entrepreneuriat. L'artiste et homme d'affaires a livré sa vision de l'investissement, une vision aux antipodes du modèle des multinationales européennes. Notre envoyé spécial, Daniel Diouf, nous en dit plus. Du haut de la tribune de la Commission européenne, l'artiste et homme d'affaires a mis à nu le modèle européen d'investissement en Afrique. Les multinationales, quand il y a demande, elles vont soumissionner et quand elles soumissionnent, elles gagnent. Parce qu'elles ont beaucoup de moyens, beaucoup de stratégies et elles voient l'Afrique comme un seul pays. Donc, elles peuvent même perdre dans un endroit et gagner plus dans d'autres endroits. Donc, moi, je dis que c'est un modèle quand même aujourd'hui qui est décrié. La vision de Youssou N'Dour est tout autre, celle basée sur le développement d'une coopération économique entre entreprises africaines et européennes. Il faut prendre le chemin inverse. Créer des joint ventures, permettre à ces petites et moyennes entreprises qui sont là de travailler avec des petites et moyennes entreprises chez nous, d'essayer de prendre la chose depuis
le bas pour monter. Je crois que ça aussi, c'est une proposition qui me paraît visiblement très nice, parce qu'on n'est pas agressé, on n'est pas vraiment, on n'a pas le sentiment qu'on nous prend tout. Devant des économistes africains et européens, Youssou N'Dour a partagé sur le modèle d'IRIMA, un modèle de financement sans garantie expérimenté par le passé, en lieu et place d'une garantie, un autre moyen de remboursement au fondement culturel et moral. À partir d'une caméra, voilà, la personne jure qu'elle va rembourser, et si elle ne rembourse pas, qu'on amène le film chez sa maman ou son frère ou son père. Je disais que bon, cette personne avait pris un engagement et elle n'a pas respecté. Et je pense que c'est la maman même qui appelle, qui dit attends, il ne faut pas nous mettre la honte là. Il faut aller rembourser. Quand on a commencé ce modèle-là, on était 500 dans une salle. Quand on en a parlé, presque la moitié de la salle était partie. Bon, voilà, c'était une expérience. Maintenant, bon, j'en ai parlé devant nos économistes africains, européens. Bon, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Cette rencontre à la Commission européenne a mis fin à la participation de l'Afrique aux Journées européennes de développement de Bruxelles, la 12e édition du genre. La page des sports que nous démarrons tout d'abord avec les jockeys et autres acteurs des courses hippiques en rogne. Ils réclament les 2% octroyés par l'État à travers la LONASE. Ils s'offusquent également de l'espacement des courses hippiques qui se tiennent par quinzaine. Sambassao, leur porte-parole que nous écoutons. Oui, aujourd'hui nous sommes là réunis pour le désir commun de voir les courses hippiques debout et faire. Parce que on a vu que les courses hippiques fait partie des disciplines les plus reculées, et ça c'est pas normal. Nous réclamons nos 2% et l'existence. Nous réclamons les 2% et notre droit d'existence, surtout des jockeys et des entraîneurs. Le périmètre d'urbain, Macky Sall a signé le décret, mais le directeur général de la LONASE, Amadou Samba Kane, a refusé de donner les 2%. Pourquoi? Deuxièmement, halte à la mort programmée des courses hippiques. On a vu que les courses hippiques se passent maintenant par quinzaine, c'est ce qui est anormal. Les jockeys et les entraîneurs sont des métiers comme les comptables, comme les chefs d'entreprise, comme les menuisiers, comme tout ça. En football, l'équipe nationale du Sénégal a de réelles chances de réaliser une bonne Coupe du Monde en Russie. C'est du moins l'avis de nos anciens internationaux Habib Beye et Diomansi Kamara, qui demandent au peuple de soutenir les protégés d'Aliou Cissé, Sadibou Diarra, Ibrahima Kane et Gervais Yaou. Le Sénégal, agréable surprise de la phase finale de Coupe du Monde édition 2018. Deux anciens internationaux sénégalais y croient dur comme fer. Prétendre être premier d'un groupe composé de la Pologne, de la Colombie et du Japon, pour moi, ce n'est pas quelque chose de prétentieux, c'est quelque chose de réaliste. Tout au long de la compétition, je pense qu'on a besoin de créer quelque chose, parce que les gamins ils lisent les journaux, ils regardent la télé. Donc si après le premier match on voit oui l'équipe d'Aliou Cissé va rentrer à la maison, ou on envoie des signaux négatifs, ça va perturber la préparation et ça va perturber le groupe. Après, la chose qui est importante aussi, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. Habib Beye s'est également prononcé sur Karam Mbodj et Sadio Mané, deux cadres de la tanière très attendus au mondial russe. La complémentarité entre Koulibaly et Karam Mbodj a été bonne. Ce sont tous les deux des patrons de cette défense. Le vrai problème, c'est de savoir aujourd'hui dans quelle situation physique ils se trouvent. Moi, je ne le sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas si Kara est capable d'enchaîner un match de 90 minutes de très haut niveau, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes baissé 5 mois, on rentre dans une Coupe du Monde et vous ne pouvez pas vous permettre d'être à 50%. Que le collectif doit, lui, être ensemble pour magnifier la star. Et c'est un petit peu ça l'idée qu'on doit avoir aujourd'hui de Sadio Mané au sein de l'équipe du Sénégal. Ne pas lui en demander trop, parce que lorsque vous regardez Sadio, c'est quelqu'un d'introverti. C'est pas un gueulard, c'est quelqu'un qui fait briller l'équipe par son rendement individuel. Mais il faut aussi le déresponsabiliser, lui enlever une certaine pression. Concernant les autres représentants africains, l'équipe du Nigeria est très attendue pour porter haut le flambeau du continent noir. Bon, le Nigeria a une très belle équipe. Je pense que le Nigeria est une des équipes favoris, même s'ils sont dans un groupe assez compliqué. Il y avait l'Égypte également, mais avec la blessure de Mohamed Salah, je pense que ça va être assez compliqué pour eux. Et bien évidemment, le Sénégal, le Maroc également d'Hervé Renard m'a fait une très belle impression. La Tunisie n'est pas mal non plus. Donc je pense que chacun aura son va-tout à jouer. On espère au moins que 3 voire 4 équipes du continent réussiront à passer dans ce second tour.
Foi et soutien aux Lions sont les maîtres mots réclamés par les deux anciens internationaux Habib Beye et Diomansy Kamara, ce en vue d'une bonne participation des Lions au Mondial de Russie 2018. Sur ça, les Boudiara, Ibrahim Kane, puis retenez que le Sénégal est classé à 27e mondial et 2e en Afrique. C'est le dernier classement FIFA de ce mois de juin. La Pologne 8e, le Japon 61e et la Colombie est classée à 16e. La présentation de la poule B de cette Coupe du Monde qui réunit les voisins Portugal, Espagne et Maroc qui vont certainement se disputer les 2 premières places qualificatives. L'Iran qui complète cette poule aura également son mot à dire. Cher Sadibou Diarra à Mamadou Ndiaye. Le groupe B du Mondial Russie 2018 ou la poule des derbys du fait de la proximité de 3 pays qui la composent. Le Portugal part favori de ce groupe après son sacre à l'Euro 2016 et sa 3e place à la Coupe Confédération. Les Portugais portés par le Ballon d'Or Cristiano Ronaldo espèrent faire mieux pour sa 7e participation que la 3e place obtenue en 1966. Son plus sérieux concurrent dans cette poule sera l'Espagne, son voisin qui veut effacer l'affront de son élimination au premier tour en 2014. Les Espagnols, champions du monde en 2010, tenteront de retrouver le sommet lors de leur 15e phase finale de mondial avec un groupe rajeuni au jeu toujours séduisant. Pour le costume de trouble-fête, on aura le Maroc d'Hervé Renard, solide et invincible durant les éliminatoires. Les Marocains entendent créer la surprise et dépasser le stade de 8e de finale, leur performance en 1986. Les Lions de l'Atlas vont jouer la Coupe du Monde pour la 5e fois après 20 ans d'attente, 5e participation pour l'Iran, coaché par le Portugais Carlos Guerreiros, passé le premier tour pour une fois. Et puis, ne surtout pas oublier le match du Sénégal ce vendredi à 14h face à la Croatie. Ce sera à Osijek. Le sport est-il compatible avec le ramadan? Oui, selon les spécialistes, pour que ça soit un sport de loisir, pourvu plutôt que ça soit un sport de loisir. Toutefois, pour éviter tout risque, il est conseillé d'exercer l'activité sportive 1 heure avant la rupture du jeûne et 2 heures, voire 3 heures après la rupture. Les détails avec le docteur Mbaye Paye, cardiologue et médecin du sport. Il en parle avec Ibrahim Kane. On peut faire le sport avant la rupture du jeûne et après la rupture du jeûne. Si on choisit de faire le sport avant la rupture du jeûne, il faut essayer bien sûr de rapprocher le plus possible ce sport de la période de rupture, 1 heure avant. Bien sûr, pendant cette période, vous recherchez le maintien, il faut être modéré. Ne pas faire de fortes dépenses d'énergie, faire des efforts habituels mais d'intensité réduite. Maintenant, si le sportif veut faire le sport après la rupture du jeûne, là il doit attendre 2 à 3 heures après la rupture du jeûne, permettre la digestion de bien se dérouler. Ensuite, même chose, effort habituel d'intensité réduite, ne pas faire des efforts qui nécessitent une forte dépense d'énergie, ne pas forcer, ne pas aller au-delà de ses capacités et s'arrêter en cas, même chose, de quelques symptômes, douleurs thoraciques, palpitations, essoufflement, malaise. Dernier élément de ce journal. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.